on a d'un côté, pour l'entreprise, un avantage social puisqu'il y a très peu de charges. Et en mettant en place cette épargne, et bien, du coup, elle va pouvoir également profiter d'une défiscalisation. Donc ça, c'est intéressant. Quand on parle d'épargne, et notamment d'épargne salariale, on va également pouvoir introduire différentes notions. D'accord ? On va pouvoir parler de cotisation définie, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, pour toi, salarié, je vais mettre en place donc un régime avec une cotisation qui sera en pourcentage, par exemple, de ton salaire, et qui deviendra donc être épargné sur un compte individuel. On va pouvoir parler également, quand on parle d'épargne salariale, d'abondement, d'intéressement, de participation. Et ce qui va arriver également donc, pour 2024, c'est la prime, le partage de la valeur. Donc ça, c'est une nouveauté qui est en train d'être discutée au Sénat sous forme de loi. Donc ça va vraiment arriver en début d'année, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, où il va falloir donc introduire une notion de partage de la valeur. Et cette partage de la valeur, du coup, elle pourra être accueillie dans un dispositif, notamment d'épargne salariale. Là, vous avez tous entendu parler de la PPV, la prime de partage de la valeur, ou la prime Macron, qui était jusqu'à présent exonérée de charges patronales, de charges salariales, et qui n'était pas imposable. Eh bien, cette PPV, en fait, elle va être maintenant réalisée sous une forme à partir de 2024. Elle continuera de pouvoir d'exister, on va dire. Et vous pourrez toujours bénéficier donc, logiquement de ces avantages, mais en introduisant donc, dans un dispositif d'épargne salariale. Pour le salarié, ce qui est intéressant pour lui, c'est que justement, il n'aura pas d'effort d'épargne à faire à titre personnel, puisque ce sera une épargne qui va être constituée majoritairement par son entreprise. D'accord ? Puisque c'est l'entreprise en fait, qui va décider pour le salarié de mettre en place une cotisation ou de mettre en place un accord d'intéressement qui lui sera versé en fonction des objectifs qui seront réalisés. D'accord ? Donc pour le salarié, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est constitué donc, qui est amené par l'entreprise. On va retrouver après les mêmes avantages que côté employeur, c'est-à-dire que bien souvent, ces dispositifs ne subissent pas de charges salariales. Donc le salarié, quand il va percevoir en fait, le résultat de son épargne, que ce soit à court terme ou à long terme pour la retraite, eh bien, ça sera bien souvent sans charge salariale, hormis évidemment un petit peu de CSG, CRDS. Et puis, il aura donc, suivant donc, le dispositif qui va être mis en place, eh bien, une possibilité de récupérer son épargne, soit à court terme, soit à long terme, au moment du départ en retraite. D'accord ? Et pareillement, il aura également la possibilité de faire une déduction fiscale de son IR chaque fois qu'il va faire des versements. Donc là aussi, c'est intéressant parce que pour le salarié, il aura également la possibilité d'avoir une action concrète sur son imposition. J'ai choisi, puisque le format était quand même assez court, de focaliser, on va dire, sur un dispositif en particulier, qui est un dispositif retraite. Pourquoi la retraite ? On en a déjà beaucoup parlé récemment. On a vu qu'il y avait donc un allongement de la durée de cotisation. On va tous progressivement prendre 2 ans de cotisation en plus. Donc c'est un sujet qui fait quand même parler. Et effectivement, c'est un sujet qui est quand même sensible auprès des salariés parce qu'on voit bien que c'est une de leurs préoccupations, on voit bien au travers de ce graphe, de savoir finalement comment va être financé ce régime retraite. Alors on a beaucoup parlé du report de l'âge de départ en retraite. C'est effectivement une condition maintenant qui est acquise, on va devoir travailler plus longtemps. Mais la finalité, c'est surtout avec combien je vais partir en retraite. Ce n'est pas tellement est-ce que je vais travailler plus longtemps. Pour certaines personnes, effectivement, ça peut poser quelques problèmes, mais c'est surtout est-ce qu'au final, je vais avoir quelque chose de plus en termes d'épargne. Et ça, ce n'est pas forcément acquis dans le système actuel. Quand on pose la question, justement, aux salariés,
comment ils imaginent leur retraite, s'ils se voient plutôt confiants ou plutôt inquiets, sans surprise, j'ai envie de dire, les salariés sont quand même plutôt inquiets de savoir comment on va être financé et ce qu'ils vont avoir concrètement au moment de leur départ en retraite. Donc c'est un vrai sujet d'inquiétude, même si ce graphe a été fait en 2021, donc entre-temps, en plus, il y a eu la réforme des retraites qui est passée par là, donc c'est encore, à mon avis, une source d'inquiétude qui demeure. Donc c'est quand même un sujet de préoccupation pour les salariés. Donc ça veut dire aussi que dans les entreprises, vous pouvez concourir plutôt à aider vos salariés donc, à pouvoir financer leur retraite. Pourquoi c'est un sujet d'inquiétude? Concrètement, on le voit, on a un écart qui est flagrant entre le dernier salaire perçu et la première rente retraite également perçue. Donc, vous voyez qu'il y a des écarts quand même qui sont très intéressants, enfin très importants plutôt, et c'est d'autant plus vrai chez les cadres que sur les non-cadres, tout simplement parce qu'en fait, dans le calcul des retraites, en fait, on ne tient pas compte de l'intégralité du salaire. C'est-à-dire que la retraite est calculée sur une partie du salaire et pas forcément sur l'intégralité du salaire. Donc ça veut dire qu'on a des distorsions encore plus importantes sur la population cadre que sur la population non-cadre. Ça ne veut pas dire que les non-cadres sont mieux logés, pas du tout, c'est simplement que le calcul est différent. Mais on a quand même un écart, forcément, et cet écart a tendance à se creuser au fil du temps, entre le dernier salaire perçu et la première rente versée. Donc du coup, quand on regarde concrètement ce qu'on a en termes de dispositifs pour financer sa retraite, on a le dispositif légal, la retraite de la sécurité sociale, la retraite ARCO-AGIRC, et là où on peut intervenir en entreprise, c'est mettre en place ce qu'on appelle une retraite supplémentaire. Donc c'est là où c'est intéressant, parce que ça peut ouvrir justement des portes de négociation avec notamment les CSE, mais avec les salariés en leur apportant un plus, justement pour les aider à financer leur retraite. Et c'est encore plus important sur des populations jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, enfin du travail plutôt, qui pour eux, la vision est encore plus claire, c'est-à-dire je n'aurai pas du tout de retraite. La retraite, ça n'existe pas. Si, ça existe, et justement, c'est parce qu'on est jeune, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir des retraites exceptionnellement hautes, qu'il faut les préparer tout de suite. Ce n'est pas quand on a 50 ans qu'on prépare sa retraite. C'est quand on a même 25, 30 ans, quand on arrive sur le marché de l'emploi, on peut d'ores et déjà préparer sa retraite. Donc là où on va intervenir, nous, c'est justement pour vous aider à mettre en place des systèmes de retraite supplémentaires. Cette retraite supplémentaire, en fait, donc elle s'appelle PEROP, donc Plan d'épargne retraite obligatoire. Donc c'est ce qui remplace ce qu'on a connu avant sous la dénomination article 83. Donc ça consiste en fait à épargner tout au long de la vie du salarié pour pouvoir donc lui redistribuer son épargne au moment du départ en retraite. Concrètement, comment est-ce que ça marche? Eh bien en fait, vous mettez en place donc un régime à cotisation définie. C'est-à-dire que vous allez déterminer un pourcentage du salaire annuel brut, enfin une cotisation, on va dire, en pourcentage du salaire annuel brut, qui sera financé donc soit intégralement par l'employeur, soit par répartition avec le salarié. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de pouvoir négocier avec les salariés, avec le CSE, pour pouvoir donc déjà déterminer le montant de cette cotisation et voir si l'employeur peut le prendre à 100% ou s'il y a une répartition possible. D'accord ? Au niveau de la mise en place, c'est assez simple. C'est ce que vous connaissez déjà avec d'autres régimes. C'est soit une DUE, soit un accord collectif, soit un référendum. Donc c'est quelque chose d'assez
courant dans les entreprises. Et au niveau de l'alimentation, donc, on a vu que le caractère principal de l'alimentation de ce contrat, donc, c'était une cotisation qui est donc assise en pourcentage du salaire annuel brut de chaque salarié. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut également, chaque salarié aura la possibilité de faire des versements individuels. C'est-à-dire qu'il pourra compléter par lui-même ce que met à disposition son entreprise. Et ces versements individuels, ils vont pouvoir être déductibles fiscalement. Donc on va pouvoir avoir un levier aussi, là aussi, d'efficacité sur la baisse de son impôt. Il pourra également l'alimenter par des jours de congé non pris. C'est-à-dire que s'il a à la fin de l'année un stock de CP, de RTT, etc., il pourra les transposer, les monnayer, les transposer donc sur ce dispositif pour également contribuer à l'alimenter. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il y a d'intéressant sur l'aspect donc fiscal et social, c'est que c'est très peu chargé. D'accord ? Jusqu'à 5% du salaire annuel brut dans les entreprises, en fait, vous êtes exonéré de cotisations sociales, de charges sociales. Exonération de charges sociales, mais forfait social. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir une contribution à hauteur donc, de 16% sur la part employeur. D'accord ? Et c'est uniquement ce que vous allez avoir en termes de charges sociales. Donc finalement, quand on raisonne en euros sonnants et trébuchants, c'est assez faible. On préfère payer, enfin moi je préfère payer 16% que 40-45% de charges patronales. Surtout que c'est une fraction de la cotisation, donc finalement c'est pas des sommes, c'est pas des montants qui sont très élevés et qui sont tout à fait supportables en tous les cas pour une entreprise. Et on va pouvoir donc mettre en place un taux de cotisation jusqu'à 5% du salaire annuel brut. Donc là aussi, ça laisse une marge de manœuvre et de négociation sur le montant de cette cotisation donc, qui sera versée pour le salarié. Un autre point aussi qui est particulier sur ce contrat-là, c'est que c'est un contrat qui est collégial. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire reposer sur un collège défini. Ça peut être les cadres, ça peut être non-cadres, mais on peut le déployer sur l'ensemble du personnel également. On a vu tout à l'heure que la population cadre était plus pénalisée au moment du départ en retraite que les non-cadres. Donc ça peut être une solution aussi si vous souhaitez, par exemple, fidéliser plus particulièrement une catégorie, c'est possible de déterminer une catégorie qui va s'appliquer, donc sur laquelle va s'appliquer ce dispositif. Et puis donc dernier point, je vous en ai parlé donc tout à l'heure, tout ce qui concerne donc les versements volontaires du salarié pourront donc être déductibles fiscalement. Voilà, je m'arrête là parce que normalement il y avait une autre intervention qui était prévue. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations ou des demandes d'informations. Donc soit on répond aux questions maintenant, soit je vous invite à nous rejoindre sur notre stand à Piscile pour pouvoir échanger. Pas de questions ? Bon. Merci à vous. Et donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre stand. Un, deux. Oui. Oui, très clairement, ça a eu un impact très fort. Mais un impact, j'ai envie de dire, même généralisé. C'est-à-dire que tout système confondu, qu'il soit individuel ou collectif, a subi une hausse de ces demandes. Tout simplement parce que j'en ai pas parlé ici, parce que voilà, je n'avais pas suffisamment de temps pour vraiment rentrer dans
dans le dispositif et vous l'expliquer de A à Z. C'était juste déjà pour vous brosser effectivement le contenu de ce qu'on, de l'architecture d'un contrat donc retraite. Ça a eu un succès parce qu'en fait, au moment de la sortie, chose qui n'était pas tellement possible avant, on peut sortir maintenant sous forme de capital et moins sous forme de rente, on va dire. Je vais pondérer mon propos. C'est-à-dire qu'en fait, on a maintenant mis l'accent sur les possibilités de sortie en capital, qui n'existaient pas ou peu avant, en tous les cas qui étaient moins fortes. Et du coup, les Français adorent le capital, ou plutôt détestent les rentes. Donc c'est un fait, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pour ça qu'avant, il y avait quand même du succès, mais beaucoup moins que depuis la loi Pacte. Et ce type de produit maintenant se développe vraiment beaucoup en entreprise. Que ce soit ce que je viens de vous présenter, donc l'épargne en retraite, pour les raisons qu'on a vues, hein, parce qu'il y a une sensibilité des gens, parce que voilà, on souhaite aider à financer sa retraite, mais également pour les dispositifs d'épargne salariale. Et je pense que là aussi, il va y avoir un sujet, donc, comme je vous l'ai dit, dès 2024, notamment pour les petites moyennes entreprises, ça va bouger. Il va y avoir des obligations maintenant, une fois de plus, de partage de la valeur, qui vont rentrer et qui vont dynamiser aussi tout ça. Donc oui, il y a eu vraiment un effet important. Alors j'ai pas, enfin, a priori oui. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps finalement d'échange, si vous le souhaitez, voilà. Moi j'avais formaté sur un temps donné, mais oui, voilà. Donc je suis obligé de synthétiser. Je ne peux pas faire un développé magistral sur le sur le PEROB, mais voilà. Mais une fois de plus, voilà, si vous voulez plus d'informations, voilà, avec plaisir. Ou d'autres sujets, voilà. Pas d'autres questions du coup? Non? Bon, et ben merci beaucoup.